Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitateur, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai que ça à foutre. Et pour cette émission, je suis rejoint par mon invité Stéphane. Salut Stéphane. Salut Mythe, comment ça va ? Eh ben écoute, ma foi, ça va extrêmement bien. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, Stéphane nous avait déjà rejoint ici à Hot Takes et Slow Burn pour l'épisode 0 que vous n'avez pas entendu et que peut-être un jour vous entendrez si peut-être un jour on fait un Patreon et peut-être un jour on décide d'en faire un bonus. Et du coup, il nous rejoint à nouveau pour un épisode qui, cette fois-ci, vous allez entendre. La preuve, c'est que vous êtes en train de l'écouter. Alors du coup, Stéphane, ce que je te propose, c'est de rappeler à nos chers auditeurs, nos chères auditrices, ce que tu fais dans la vie. Alors moi je suis programmeur gameplay dans une boîte de jeux vidéo, c'est-à-dire que je fais de la programmation orientée gameplay, donc orientée plus jeu que moteur. Et voilà, je pense que ça résume assez bien ce que je fais. Ok, donc toi tu t'occupes vraiment de ce qui fait que quand on appuie sur les boutons, ça fait des trucs à l'écran. Oui, c'est ça, je vais pouvoir autant faire un système de foule qu'un petit champignon sur lequel tu sautes et ça te fait rebondir, que tu appuies sur les boutons, ça dirige le personnage, un peu de menu par-ci par-là, voilà, toutes ces choses que l'on voit quand on est joueur. Et pas l'arrière, pas trop l'envers du décor, mais plus tout ce qui saute à la gueule du joueur. Très très bien. Et ce qui est formidable pour cette émission, c'est que aucune de ces compétences techniques ni cette expertise ne va être utile puisque nous allons faire un nouveau format. Ici, Hot Takes et Slow Burn, on va inaugurer ce que j'ai envie d'appeler le Super Unravel Battle. On va classer des jeux vidéo selon un critère de classement complètement débile et le critère de classement que j'ai choisi pour aujourd'hui va être particulièrement farfelu puisque nous allons classer des Zelda, mais on va pas les classer n'importe comment, mon bon Stéphane. Ah, alors déjà, je voulais dire que je suis très content de mélanger Unravel et Super Seed Battle, puisque c'est la référence pour faire un podcast, puisque deux choses que j'adore, et je suis prêt à classer quelque chose selon un sujet complètement absurde. C'est très très bien. Donc il va y avoir de la mauvaise foi, des concessions terribles, des gens qui vont mourir sur des collines. Il va y avoir des moments où il faudra qu'on tombe d'accord, même si on n'est pas d'accord. Et du sang, des larmes et beaucoup, beaucoup de rubis cachés dans des pots. Tout ce qu'on aime dans Zelda. Donc, on reste dans Zelda. Donc, ce que je te propose, Stéphane, c'est de classer les jeux de la série principale de The Legend of Zelda. Donc, on ne va pas chercher à classer Link's Crossbow Training ou le RPG Tingle avec les rubis. On va vraiment se concentrer sur les jeux qui s'appellent The Legend of Zelda, Mon cul sur la commode. Et la manière dont on va les classer, c'est en fonction d'à quel point ça a du sens qu'il y ait la Master Sword dans ces jeux. Donc, pour rappel, pour les gens qui nous écoutent, la Master Sword, c'est l'épée magique que trouve Link dans les jeux et qui lui permet de vaincre Ganon. En général, sans cette épée, il est incapable de pourfendre le mal. Et du coup, c'est intéressant, je trouve, de se pencher sur qu'est-ce qui fait un petit peu marcher cette épée. Si on en croit la chronologie officielle distribuée par Nintendo concernant les jeux de Legend of Zelda, c'est toujours la même Master Sword dans tous les jeux, et du coup, ça veut dire que les pouvoirs qu'elle a et ses conditions d'obtention devraient être cohérentes d'un titre à l'autre, et c'est ce sur quoi nous allons nous pencher, et on va voir quand est-ce que ça a du sens, quand est-ce que c'est cool, et quand est-ce que c'est complètement un scandale. Est-ce que tu es prêt, Stéphane ? Je suis prêt. Je tiens à préciser que je n'ai pas fait tous les Zelda, en tout cas pas en entier, donc j'aurai parfois besoin de ton aide pour recontextualiser. Au pire, j'ai les internets d'un côté de l'œil, au cas où. Ah, mais tu sais,
Qui n'a pas les internets au coin de l'œil? Donc c'est parti, on va commencer dans l'ordre de parution des jeux et ça va nous permettre de gagner un petit peu de temps puisque aussi bien The Legend of Zelda que The Adventure of Link, sortis sur NES respectivement en 1986 et 1987, possèdent une épée magique qui permet de lancer des petits projectiles quand on a tous ses points de vie, mais cette épée n'est pas appelée Master Sword ou épée de légende ou Excalibur et n'a pas dans le scénario la propriété de vaincre le mal, ce qui fait qu'on va pouvoir très tranquillement écarter ces deux jeux de notre liste de classement et ne pas avoir à se prononcer sur leur qualité intrinsèque, même si entre nous, The Adventure of Link, franchement, c'est pas GG. Je pourrais dire à peu près la même chose qu'à posteriori, moi qui ai fait Zelda 1 récemment, on sent le côté brouillon. Brouillon du meilleur Zelda qui viendra juste après. Mais c'est les jeunesses, voilà, les jeunesses ont un peu, comment dire, ont un peu vieilli. Voilà, hein, on va dire que la vieillesse est un naufrage et que la NES est un radeau. Exactement. Et du coup, on fait un bond de 4 ans dans le futur et on se retrouve en 1991 quand sort sur Super NES un titre aujourd'hui légendaire, aussi bien pour les gens qui l'ont connu à l'époque que pour les gens qui l'ont découvert plus tard. On parle bien entendu de A Link to the Past, donc 3e épisode de la série The Legend of Zelda, où Link doit traverser un portail entre le royaume d'Hyrule et le monde des ténèbres pour venir à bout de Ganon, libérer les princesses et sauver le roi d'Hyrule de la terrible influence du sorcier Aghanim. Donc dans A Link to the Past, c'est assez direct, hein, l'épée de légende, la Master Sword, elle est dans son rocher, il faut 3 pendentifs pour la sortir. Quand on a l'épée, on peut utiliser son pouvoir de faire des petits rayons quand on a tous les cœurs. On peut l'emmener chez le forgeron pour la rendre plus forte. On peut l'emmener chez la reine des fées pour la rendre encore plus forte. Et si on ne l'a pas, c'est compliqué de blesser Ganon puisque seule cette épée est capable de vaincre le seigneur du mal. Donc bon, vu qu'il n'y a pas encore de classement, on va se contenter de le mettre au milieu de la liste. On peut quand même en parler un petit peu, même s'il est au milieu de la liste. Au moins, oui, bien sûr. Un petit peu, voilà. Mais oui, pour l'instant, c'est le premier du classement. Mais aussi le dernier. Et le dernier aussi. Et c'est un épisode où c'est assez direct. On va droit au but, il n'y a pas de fioriture. Voilà, c'est l'épée pour vaincre le mal. Quand on a tous ces points de vie, on fait des jolis petits rayons qui font un bruit bizarre. Et on peut la modifier, on peut la rendre plus forte. On verra qu'il y a des épisodes où ce thème est un petit peu récurrent, parfois de manière optionnelle, parfois de manière obligatoire, parfois de manière très concrète, où c'est vraiment un forgeron qui fabrique l'épée, parfois de manière un petit peu plus symbolique, où c'est le pouvoir de la musique qui va réveiller les pouvoirs latents de l'épée, mais dans tous les cas, voilà, on a cette épée qui peut devenir plus forte, qui permet de vaincre les ténèbres, et vaincre les ténèbres, ça veut dire que quand on appuie sur son bouton et que notre Link met son coup d'épée, et ben Ganon peut être blessé. Donc c'est une épée de légende tout à fait standard et un bon maître étalon de ce qu'on attend d'une épée de légende. Donc pour moi, c'est un titre qui va rester assez haut dans le classement. J'aurais juste une petite remarque à faire dessus, c'est que si je me souviens bien quand même, elle est un tout petit peu galvaudée puisque le filet à papillon peut avoir dans certains cas la même utilité que la Master Sword. Ce qui est assez étrange quand on y réfléchit. Alors il est vrai que dans le combat contre Aghanim, on peut renvoyer les boules de feu d'Aghanim avec le filet à papillon. Est-ce que le filet à papillon a été forgé dans le même métal que l'épée de légende ? L'histoire ne le dit pas. Est-ce que c'était fait exprès ou est-ce que c'était un bout de code qui traînait là et qui a provoqué cette interaction bizarre entre ces deux objets ? Eh bien... Moi je suis sûr qu'il y a énormément de lore là-dessous et qu'on ne s'est pas assez posé la question. Ah ben, ce serait pas... On serait pas dans un spin-off de Unraveled s'il n'y avait pas énormément de lore là-dessous. Non, le truc qui pour moi... Donc, alors effectivement, il y a ça qui joue en sa défaveur. Un autre truc qui va jouer en sa défaveur, c'est que
dans le jeu, elle est appelée Excalibur. Et soyons sérieux, les univers mythiques des légendes arthuriennes et de la légende de Zelda, bien que l'un étant probablement vaguement inspiré de l'autre, ne sont pas du tout le même univers. Et du coup, ça n'a pas de sens d'appeler cette épée Excalibur. Mais il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est surtout une divagation des traducteurs, non? Il me semble que les Américains l'appellent la Master Sword. Ah, sûrement, mais c'est quand même le jeu qui va payer les pots cassés de la fantaisie des traducteurs français. D'accord. Après, moi j'ai joué à Secret of Mana, ils ont dit que toutes les épées de légende étaient les mêmes. Donc moi je retiens ça aussi. Et bien, du coup, ça nous fait retomber sur nos pattes. Le jeu suivant, ça va être le légendaire Link's Awakening, sorti en 1993 sur Game Boy, un jeu dans lequel Link fait naufrage sur son petit radeau, un petit peu comme The Legend of Zelda: The Adventure of Link sur NES, Ouais, et se exactement. réveille, et se réveille sur l'île de Cocolint, où il rencontre Marine, une jeune fille aux cheveux roux, qui chante et qui lui fait découvrir donc cette île sur laquelle il va devoir rassembler différents instruments de musique pour réveiller le poisson rêve et réussir à s'échapper. Sauf que, attention, spoiler pour un jeu de 1993, quand on réveille le poisson rêve, et ben on réveille aussi Link et c'est toute l'île de Cocolint qui disparaît au passage. Et ça, c'est terrible parce que je pense que beaucoup de joueurs à l'époque avaient une espèce de crush bizarre sur ce tas de pixels qu'on appelait Marine. Et c'était terrible de la voir disparaître. Je mentirais si je dirais que je n'aurais pas une petite larme à l'œil à chaque fois que je réveille ce bon gros poisson. Eh ben peut-être que tu pourras arrêter de le faire et laisser ces gens tranquilles. Exactement, comme par exemple à Undertale où j'ai refusé de faire une certaine run pour par respect pour ces personnages. Je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler, mais j'ai refusé de faire le jeu d'une certaine manière pour laisser les personnages tranquilles. Une certaine run dont la musique du dernier boss sonne un petit peu comme Metroidvania, mais chut chut, n'en disons pas plus. Exactement. Du coup, Link's Awakening, le jeu ne se passe canoniquement pas dans le royaume d'Hyrule, puisqu'il se passe dans le cerveau malade d'un homme en train de se noyer. Ce qui fait que, eh bien, il n'y a pas vraiment de Master Sword. Il y a bien une épée plus forte que les autres, mais elle n'est pas vraiment obligatoire pour finir le jeu, et elle ne porte pas le nom d'épée de légende. Oui, c'est l'épée de Cocolin, si je me souviens bien, c'est ça? Oui, tout à fait. Et comme sa contrepartie dans le monde d'Hyrule, quand on a tous ses points de vie, on peut envoyer des petits rayons, mais la ressemblance s'arrête là, et la capacité à percer les ténèbres n'est pas incluse dans le pack de cette épée de légende, ce qui fait que on va pouvoir tranquillement la mettre de côté, et Link's Awakening ne fera pas partie du classement. D'accord. Après, on pourrait dire que c'est une manifestation, puisque ça se passe dans l'esprit malade, ça peut être une manifestation de la Master Sword dans les rêves de Link, ce qui ferait l'équivalent d'une Master Sword onirique, et du coup une Master Sword la plus, comment dire, La plus idéale, puisque la plus c'est une idéale idée. possible, voilà, mais à la fois aussi la plus inutile, puisqu'elle reste que dans la tête. Donc on pourrait à la limite dire on peut le classer et le mettre en dessous de Link to the Past. Tout dépend, c'est toi le maître. Ah bah, tu sais quoi? Je te l'accorde. On va mettre Merci. Link's Awakening en dessous de Link to the Past en disant que c'est pas une vraie. Et du coup, bah, c'est comme ce sac Louis Vuitton que vous avez acheté au Sacré-Cœur. Il est très joli, mais c'est pas un vrai. Exactement. Prends ça dans ta gueule, remake raté de Link to the Past. On fait un bond de 5 ans dans le temps et on se retrouve en 1998. En 1998, on avait la Nintendo 64, on avait Ocarina of Time, un jeu qui signe le début de la série dans le monde merveilleux des jeux en 3D, un jeu qui a été encensé à l'époque de sa sortie, un jeu très important dans l'histoire du jeu vidéo, puisque ça a quand même
poser beaucoup de bases sur les, euh, les éléments de gameplay des jeux d'action-aventure. Tu m'arrêtes si j'ai une bêtise. Non, effectivement, il y a toujours des questions qu'ils ont eu à se poser peut-être pour la première fois et donc pour lesquelles ils ont été les premiers à répondre en fait. Donc tout ce qui est la gestion de caméra, qui s'est amélioré par la suite, hein, il me faut enlever parfois ces lunettes de nostalgie et s'apercevoir que bon, c'est encore améliorable, mais il y a beaucoup de bases qu'on retrouve encore. Si vous jouez à Dark Souls, à Breath of the Wild évidemment, ou à Sekiro aujourd'hui, c'est aussi grâce à Ocarina of Time. Tout à fait. Donc, on lui pardonnera ses graphismes baveux et ses boîtes de dialogue qui mettent littéralement 15 ans à se dérouler sans qu'on puisse les accélérer. Alors, on peut pardonner des choses, mais il faut pas exagérer non plus. Hein. Et du coup, dans Ocarina of Time, la Master Sword, c'est un cas un petit peu particulier parce que on la trouve après avoir trouvé ces trois joyaux pendant que Link est enfant, et quand on la récupère, eh bien, on fait un saut dans le futur de 7 ans, on devient un adulte, et le monde a été déglingué par Ganon pendant qu'on n'était pas là, ce qui est absolument abominable. Cette épée-là permet de vaincre Ganon, mais elle ne permet pas de faire de petits rayons quand on a tous ses points de vie, ce qui est quand même une grave déception. D'autant plus que c'est juste l'épée de Link quand il est adulte, quoi. Elle a pas vraiment de pouvoir particulier, à part celui de voyager dans le temps, ce qui n'a aucun sens du point de vue de ce qui a été établi jusqu'ici dans les règles qui régissent le fonctionnement de cette épée de légende. Oui, en plus, c'est assez étrange puisque elle permet de voyager dans le temps si on s'en débarrasse, si je dis pas de bêtises. Enfin, suivant dans le sens où on va. Donc, oui, c'est une épée qui est pour autant iconique puisque visuellement, ça restera la base pendant des années à quoi ressemble la Master Sword. Mais qui en termes d'utilité n'est pas complètement même si elle a un rôle vraiment très très important puisqu'elle permet de voyager dans le temps, mais j'ai envie de dire le plot est un peu con à ce niveau-là, c'est-à-dire que au lieu de permettre à Link de s'entraîner pendant 7 ans pour aller battre Ganon, ils disent t'as pas besoin d'expérience, t'as juste besoin de grandir, réveille-toi dans 7 ans pendant que le monde va se détruire tout seul grâce à l'épée. Donc ce qui apporte encore plus cette épée problématique puisqu'elle est utilisée à mauvais escient. Donc effectivement, c'est vrai. tout aussi iconique qu'elle est, elle sert, elle sert alors une mécanique gameplay que l'on comprend totalement, hein, mais qui est amenée assez étrangement par l'histoire, qui va à l'encontre du bon sens, dirons-nous, sans vouloir faire cinémacine qui va compter les plot holes, c'est quand même assez particulier. Et puis on est là pour chicaner sur les Master Sword, c'est pas la plus pertinente du monde, quoi. En fait, c'est une grosse épée. C'est une grosse épée et elle fait des dégâts, voilà. Et sa capacité à vaincre les ténèbres n'est vraiment mise en avant que dans la scène cinématique à la fin du jeu, quand on se débarrasse de Ganon, et du coup on n'a même pas le plaisir d'avoir une répercussion gameplay de sa capacité à bannir les ténèbres. Ça c'est quand même malheureux. N'ayant jamais fait le boss final, dit-il avec honte, si je me souviens bien, on a quand même une petite partie de tennis, non, à un moment avec l'épée ou pas? Oui, mais on peut le faire avec des flacons et avec l'épée à deux mains. Ah oui, c'est bien pire que juste un petit comment dire, filet à papillon magique. Donc oui, effectivement, c'est impardonnable. Complètement impardonnable. Donc elle va aller en bas du classement. Si on compte que Link's Awakening a une place un petit peu honoraire dans ce classement, Ocarina of Time va être tout en bas. On est d'accord. Sachant que elle a probablement fait plus de mal que de bien. Oui, et puis j'ai envie de dire, Link's Awakening, au moins elle envoie des petits rayons. Quand même. Quand même.
On fait un bond de 2 ans dans le futur et on se retrouve avec Majora's Mask, le légendaire jeu qui avait été développé en 1 an pour aller sur le 64 DD, et finalement le 64 DD n'ayant jamais passé les frontières du Japon, et Nintendo se disant que vendre des jeux Zelda c'est quand même quelque chose de rentable, ils ont décidé d'en faire un jeu pour la Nintendo 64 de base, ou presque, puisque pour y jouer il fallait quand même l'expansion pack, à savoir l'extension de mémoire qui était vendue à part, parce que la Nintendo 64 c'était complètement la jungle à une époque où les consoles c'était quand même n'importe quoi de A à Z. Majora's Mask, donc la suite directe de Ocarina of Time. Link a vaincu Ganon et est redevenu un enfant en voyageant dans le temps, pas grâce à la Master Sword, mais grâce à l'Ocarina du Temps d'ailleurs. Ce qui prouve bien que cette épée dans Ocarina of Time n'a strictement aucun intérêt et n'a rien pour elle. Oui, et puis en plus, le Carina du temps existait dans Ocarina of Time, puisque c'est le nom. Absolument. Absolument. Donc, dans ce jeu-là, pas de Master Sword. On peut avoir sa petite épée Kokiri affûtée, puis passer à leur fin pour être plus puissante. On peut avoir une épée à 2 mains qui utilise le modèle 3D de l'épée de légende, mais qui a une couleur complètement différente, ce qui la rend méconnaissable. Donc Majora's Mask, malgré ses immenses qualités à la fois de gameplay, de narration et de foisonnement d'idées et d'ambiance, c'est un jeu que nous n'allons pas intégrer à cette liste. D'ailleurs, nous n'allons pas non plus intégrer à la liste les jeux qui suivent, à savoir Oracle of Seasons et Oracle of Ages, les deux jeux coproduits par Capcom en 2001 pour la Game Boy Color, où ce bon vieux Link, après s'être réveillé de son petit passage par l'île de Cocolint, après avoir manqué de se noyer en radeau, va visiter d'autres royaumes et sur ces autres lieux, il va faire en sorte d'empêcher ici un gros balèze en armure de détraquer les saisons. Là-bas, une sorcière de faire un plan de 400 ans pour changer l'histoire et dominer le monde. C'est très important l'histoire. Dans Zelda, n'oublions pas, le lore est très important. Très important, très très important le lore évidemment, c'est ça qui fait tout le sel du jeu, et quand on utilise un système de mots de passe très pratique et parfaitement raisonnable pour transférer sa sauvegarde d'un jeu à l'autre, on peut faire en sorte de débloquer la vraie fin où on se rend compte que tout ça c'était un plan pour ressusciter Ganon et lui permettre de dominer le monde. Quelle incroyable originalité. Heureusement qu'on est là pour le lore. Dans ces jeux, pas d'épée de légende à proprement parler non plus. Il y a une épée de niveau 2 et si on relie les deux cartouches, une épée de niveau 3, mais on ne parle jamais de ces épées comme étant l'épée de légende, la Master Sword. Et c'est assez logique dans la mesure où celle-ci est quand même fortement liée au royaume d'Hyrule en lui-même. Donc, c'est des jeux qui vont pas aller dans le classement non plus. Des bons jeux, n'hésitez pas à y jeter un œil si le cœur vous en dit, mais qui ne comportent pas notre clé de tri. On enchaîne sur Four Swords, sorti en 2002 sur Game Boy Advance, le jeu qui était à la fois un remake plutôt une un portage amélioré. Voilà, un portage amélioré avec des petits cris de A Link to the Past, avec un mode multijoueur. Et dans ce mode multijoueur, on trouve une épée qui permet de dédoubler Link en 4 et qui s'appelle la Four Swords, soit la 4 épées, ou l'épée de 4. ou le coupe. Exactement. Comment on veut l'appeler. Une épée donc magique qui a des propriétés qui permettent à Link de vaincre le méchant, mais ce n'est pas vraiment l'épée de légende, et surtout cette épée c'est vraiment un prétexte pour l'élément de gameplay qui fait que chacun peut jouer un Link. On en a un vert, un rouge, un bleu, un violet, et on n'est pas du tout oui, on l'a immédiatement. Et on l'a immédiatement. Donc pour moi, ça ne rentre pas dans les cases.
On enchaîne sur The Wind Waker, sorti en 2003 sur GameCube, le jeu où on fait du bateau pendant des heures et des heures et des heures, et où on finit par empêcher un Ganon qui a ressuscité, on sait pas trop comment, on sait pas trop pourquoi, de mener à bien son plan de faire rejaillir Hyrule du fond de l'océan et de dominer les habitants des îles qui surnagent à la surface. Un jeu avec une ambiance incroyable, des graphismes en cel shading qui sont à l'épreuve du temps, un gameplay un peu simpliste mais qui fait le taf, et puis l'incroyable bande son avec la musique du village des Piaf qui encore aujourd'hui émeut n'importe quel joueur de flûte de pan du métro. Oui. Gameplay simpliste, t'es gentil, c'est quand même, quand on y réfléchit par rapport à la GameCube, c'était vraiment le haut du panier à l'époque. C'est un polish et une qualité qui est impressionnante, à mon avis. Quand tu penses qu'en face à face, il n'y avait pas grand chose en Zelda-like, c'est quand même Je dis pas que c'est pas bien, et je dis pas que Star Fox Adventure est un jeu qui mérite d'être cité, mais le jeu fait le taf, hein, il est super, moi je l'adore, c'est un de mes Zelda préférés, y a pas de souci, mais j'irai pas jusqu'à dire que on se casse la tête avec les contrôles. Donc, suite à cette incartade, on va parler du fait que dans ce jeu-là, la Master Sword, c'est n'importe quoi. Donc, je rappelle que c'est toujours la même Master Sword dans tous les Zelda, quelle que soit la timeline dans laquelle on travaille. Et dans celle-ci, eh bien... Donc Link est un enfant, hein, il a 12 ans, et puis il doit sauver Hyrule de Ganon, et il trouve la Master Sword qui est à sa taille, qui fait pas de rayon, et en plus, elle est pas active tout de suite. Il faut qu'il y ait ses amis, l'oiseau et la plante, qui fassent de la musique pour réveiller son véritable pouvoir. Et moi, ce qui me choque le plus, c'est vraiment le côté, cette épée, elle est à la taille d'un enfant de 12 ans. Alors que dans Ocarina of Time, Link, qui en a 11, n'est pas capable de la manier et doit attendre 7 ans pour pouvoir s'en servir. Et là, moi, je dis non, je dis stop, je dis scandale. Et alors, ça se défend. Parce qu'en fait, j'ai du mal à savoir si c'est vraiment un enfant, puisque il y a des enfants qui sont plus petits que lui dans le jeu, si je me souviens bien. Oui, mais il Je ne fête son savais pas quel âge anniversaire et... Ah, il fête son anniversaire. J'avais oublié cette partie-là. Peut-être que c'est un... Moi, je sais que j'ai fait ma croissance vers mes 12 ans, et peut-être il vient de finir sa croissance. Dans cet univers cartoon, on ne sait pas. Et peut-être il y qu'à a quand même partir pas de mal 12 ans... d'adultes. T'as quand même pas mal d'adultes qui sont plus grands que lui, et la lame est très très courte. Ah. Écoute, je me dis que potentiellement, une épée magique va s'adapter à son porteur quand son porteur est l'élu. Peut-être que tous les adultes sont grands et que Link est le seul personnage qui a la bonne taille dans tout cet univers. C'est aussi possible. Donc, tu es en train de me dire que pour toi, c'est pas un scandale, cette épée qui est microscopique, là on dirait un cure-dent. Pour moi, c'est une licence artistique, tu sais. Je me dis, tout ce qui peut permettre à Ocarina of Time de descendre dans le classement est bon à prendre, déjà. Et non, je m'étais jamais posé la question, parce que tu vois, Tetra, qui est capitaine d'un bateau, est à peine plus grand que lui. Et je me suis toujours dit, bon, ben, il est en taille d'adolescent, puisque généralement Link a on va dire 16, 17 ans. Là, il a 12 ans, il a fait sa croissance. Après, il y a des adultes, parce que sur Hyrule, tu vieillis un peu bizarrement. Et des adultes qui seront bien plus grands parce qu'ils sont plus vieux. Et lui, il a une épée à sa taille. Ouais, je vois ce qui est en train de se passer. Je vois ce qui se passe. Je vois ce qui se passe. Vous ne voyez pas le problème. Non, vous ne voyez pas le problème. Vous ne voyez pas le problème, monsieur Chiez. Très bien. Alors, je suis pas sûr qu'on va se mettre d'accord tout de suite sur Wind Waker. Je pense qu'on va quand même se mettre d'accord sur le fait que c'est en dessous de A Link to the Past.
Ouais, parce que déjà, ça, si je me souviens bien, c'est moins central, et puis il y a ce truc un peu frustrant, qui est aussi logique aussi, puisque ça augmente l'aura de légende, mais qui est qu'on a des petits morceaux d'épée, et qu'on n'a pas l'épée complète au début, et que c'est assez frustrant d'avoir une épée, enfin pas petit morceau, mais une épée repliée au tout début. Hmm. Pour moi, elle était cassée quand j'ai eu le jeu. Donc, si je me souviens bien, elle se déplie, c'est ça quand la magie Ça se est opérée. déplie et puis la gemme s'allume la deuxième fois. Oui, voilà. Donc, c'est vrai qu'au départ, on se dit, mais attendez, il va falloir que je trouve la garde de l'épée. Comment ça se passe? Pourquoi elle ressemble à ça? Ça avait créé une petite déception, je me souviens à l'époque, mais qui Je a vois. créé aussi un grand plaisir une fois qu'on la déplie. Un grand plaisir, c'est vrai, et ça fait plaisir de l'avoir brillé, d'avoir cette petite aura autour d'elle. Ça, c'est vrai que peut-être même que juste à cause de cette petite aura, je vais t'accorder de la mettre au-dessus de Ocarina of Time. Oui, voilà, parce que et au moins elle a une raison d'être dans le combat contre les forces du mal, puisqu'on finit Ganon avec ça. C'est vrai, on lui plante dans le front et hop, à puce sous le bus. Donc Euh, c'est vraiment Allez, une épée de légende, puisque ça finit comme je... Excalibur. Eh oui, c'est vrai. Alors que d'après les timelines, ça n'a rien à voir, mais ça, disons qu'on ne travaillait pas chez Nintendo et que c'est pas nous qu'on choisit. Ensuite, 2004, on a Four Swords Adventure, le jeu où il fallait 4 Game Boy Advance, 4 câbles Link et une GameCube pour y jouer. Qui Tout étonnamment ça s'est peu pour... vendu. étonnamment, ça c'est peu vendu. En plus, le jeu où il faut coopérer avec ses copains, mais pas trop parce qu'on compte les points quand même. Alors ça, je sais par contre que c'est une de tes euh, des reproches que tu as à faire, qui moi me plaît énormément. Cet aspect gameplay me plaît énormément, mais je connais plusieurs personnes, dont toi, qui font, disons, un blocage là-dessus sur la coopération compétitive. Ah bah alors moi soit on coopère, soit on compète, mais les deux en même temps, j'ai du mal. Dans tous les cas, c'est le même délire qu'avec le premier Four Swords. C'est une épée prétexte qui sert à justifier qu'il y ait 4 links à l'écran. Ça n'a pas vraiment lieu d'être dans notre classement. On va tout de suite passer à l'autre jeu de 2004 qui est aussi sur Game Boy Advance puisqu'il s'agit de The Legend of Zelda The Minish Cap. Le jeu où Link devient tout petit. Euh, Alors, est-ce que tu y as joué toi? Oui, je l'ai fini 2-3 fois dans, Ah, dans ma prime jeunesse, hein. Alors, est-ce qu'il y a une épée de légende dans ce jeu? Écoute, je ne me souviens pas du tout. Je dirais non, puisque c'est un spin-off de Wind Waker vu les artworks, alors que le personnage est terrifiant. Je trouve que le sprite, Ah, il a l'air euh, vénère, hein. ah ouais, il a l'air vénère, il est terrifiant quand tu penses que il a changé de tête par rapport à Link to the Past, parce que il fallait qu'il ressemble à cette adorable chose qui est le Link cartoon, et qu'il finit terrifiant comme ça. Donc, je dirais que c'est un spin-off, et dans mon souvenir, il n'y a pas spécialement d'épée. Je ne me souviens plus, figure-toi, même Alors, l'avoir fait 3 ou 4 fois. eh ben, tu seras ravi d'apprendre que ce n'est pas du tout un spin-off. C'est un jeu de la ligne officielle qui se place entre Skyward Sword et Four Swords dans la chronologie proposée par Nintendo. Donc, il n'est pas collé à Wind Euh, Waker du tout. Pas du tout. Ce n'est pas un spin-off de Wind Waker. C'est son propre univers. Et moi, ce que j'ai envie de dire vis-à-vis de ce jeu, c'est que si on peut me permettre une petite hot take, après tout, c'est mon émission, j'ai envie de dire The Minish Cap, on s'en fout. Je pense pas qu'on va lui trouver une place dans le classement de toute façon, puisque s'il y a une épée magique, c'est probablement pas l'épée de légende, parce que l'épée de légende, même si elle est très petite dans Wind Waker, elle n'est jamais si petite que même un Schtroumpf aurait du mal à s'en servir. Après, on pourrait dire, quand ils se réduisent de taille, et l'épée, voilà, tout l'équipement est réduit de taille. Mais Ouais, mais oui, je crois que tu la trouves quand t'es petit, donc c'est un peu chelou. oui. Et puis bon, je suis toujours prêt à taper sur Wind Waker, qui est un bon Sur jeu en Minish Cap, tu soi, veux dire? mais sur Minish Cap, pardon, excuse-moi, c'est la confusion règne.
Toujours prêt à taper sur Minish Cap parce que visiblement ils ont pas compris que le but de faire un monde ouvert, c'est que les zones soient interconnectées et quelque chose qui me rend fou complètement. Donc si on peut taper sur Minish Cap, c'est avec plaisir. Eh bien, écoute, ton vœu est exaucé. On saute du coup en 2006, le jeu qui est sorti sur GameCube, sur Wii et bien des années plus tard sur Wii U. On parle bien évidemment de Twilight Princess, le jeu où Link se transforme en loup et un jeu très linéaire mais très sympa avec une chouette ambiance graphique et un jeu où la Master Sword va servir plusieurs objectifs puisque c'est grâce à elle que Link va pouvoir choisir d'être en forme d'humain ou en forme de loup et plus tard elle va gagner un pouvoir de bannissement des ténèbres très littéral puisqu'elle va se mettre à briller d'une lueur dorée très chatoyante et qui va lui permettre de dissiper des nuages de ténèbres devant elle. Alors, où est-ce qu'on la D'accord. classe cette épée-là? Alors déjà, c'est un truc intéressant, c'est que ça bannit les ténèbres en bannissant aussi la malédiction du loup. Donc Alors non, parce que la capacité à bannir les ténèbres vient plus tard. oui, mais on pourrait dire que c'est le niveau 2 de l'épée et que puisque en fait ça fait quand même disparaître un maléfice, ça C'est permet vrai. de repousser un maléfice, puis de bannir littéralement les ténèbres, du genre voilà. Au départ j'étais pas chaud, je vais faire que des petites ténèbres, et après maintenant ça y est, je suis bien échauffé, je peux battre des grosses ténèbres, je suis à fond. Donc on pourrait dire que C'est une bonne manière de voir les choses. eh, bah, écoute, c'est Euh... pas mal du coup. Je me souviens plus à la fin. Oui, il y a un Ganon. Hein, comment Ah, il y faire a un sans Ganon. Ganon? Et quel Ganon! Quel Ganon, quand même! C'était quand même un combat assez épique. Ah, Donc on s'est vraiment bien amusé avec ça. Mais mon souvenir, c'est que pour le finir, il faut le finir à la flèche. Non, en fait, d'abord, tu as une phase bestiale où tu le combats sous forme de loup. Puis une phase à Oui, cheval où il faut le finir à la flèche. Et une fois qu'il est par terre, là, il sort son épée. c'est ça, Et oui. Link On sort se son bat à l'épée épée. contre lui. Et pour citer pour citer un animé célèbre des débuts des années 2000, c'est l'heure du duel. Effectivement, et un grand moment, et à mon avis aussi, Dark Souls, Miyazaki a joué au combat final de Twilight Princess. Alors c'est pas à exclure effectivement. Dans le genre, on est face à un schluck qui fait une fois et demie sa taille dans une grosse armure et qui te met des grosses patates avec son épée. C'est pas du tout le scénario de la moitié des boss de Dark Souls. Exactement, des meilleurs boss de Dark Souls d'ailleurs, puisqu'on ne s'amuse jamais Donc, autant dans Dark Souls que quand on est contre un ennemi. alors, est-ce qu'elle a du sens, cette Master Sword? Parce qu'on cherche pas forcément à les classer par rapport à leur puissance respective, mais à leur capacité à avoir du sens. Est-ce que ça a du sens de se changer en loup et en humain à volonté avec cette Master Sword? Alors, plusieurs choses. Ça peut avoir du sens si on dit c'est un maléfice et la pureté de l'arme permet d'éloigner les maléfices, hein, et voire de contrôler les maléfices. Et puis surtout, à la fin, on termine. C'est littéralement le monde des ténèbres qui essaye d'envahir Hyrule, si je me souviens bien, l'histoire de Twilight Princess. C'est vrai, le truc, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, Xanto était un pion de Ganon qui se servait du monde du crépuscule comme simplement d'un moyen pour revenir en Mm. Hyrule par lui-même. Et d'ailleurs, Xanto meurt en même temps que Ganon, une fois que celui-ci n'en a plus besoin. Mais bon, ça reste quand même l'ombre s'approche d'Hyrule et la seule manière de s'en débarrasser, ça reste la Master Sword. C'est vrai. Donc moi, Du coup, je la défendrais pas mal. tu la défendrais pas Euh, mal. Est-ce que tu la mettrais au-dessus de... Alors, on en est où dans notre classement? On a tout en haut A Link to the Past. En deux, on met quoi? actuellement, en deux, qu'est-ce qu'il y a?
En 2, toi, tu mettrais plutôt Wind Waker, j'ai l'impression. Oui. Ok, donc voilà. Notre classement actuel, c'est A Link to the Past, Wind Waker, Ocarina of Time, Link's Awakening. Où est-ce que tu classes Twilight Princess là-dedans? Pour moi, c'est sûr que c'est devant Ocarina of Time, puisque on a vu que ça avait une vraie valeur vis-à-vis des ténèbres. Et après, je mettrais bien au-dessus de Wind Waker aussi, hein, parce Ah bah oui, que parce que Wind Waker, c'est quand même le scandale, hein, le cure-dent. oui, en Est-ce, termes de taille, euh, voilà, Alors, est-ce qu'on le met au-dessus de A Link to the Past? c'est la question là. Est-ce que Link to the Past va garder son trône ou pas? Euh, Alors j'ai moi, je envie de dire, dirais que... Ouais, vas-y. vas-y. Non, Moi, j'ai envie de dis-moi. dire, dans A Link to the Past, elle est modulaire, on peut la modifier, on peut l'améliorer, et du coup, elle est plus balèze que dans Twilight Princess. Eh ben, tu vois, moi, j'aurais envie de, de retourner cet argument et de dire, on doit la modifier pour qu'elle s'améliore, alors que dans Twilight Princess, euh, Ah, elle est une et pouvoir et voilà, elle domine de base. Donc ça pourrait se débattre dans ce sens-là. Après, je me souviens plus, mais Link to the Past, en fait, une fois on a battu Aganim, on nous dit que c'est ce qui est nécessaire pour battre Ganon, mais autant contre Aganim, on a eu l'occasion de voir que ben, ça ne marchait pas. D'essayer de se battre autrement, autant Ganon, au final on arrive avec une épée qui a été forgée par deux nains dans une petite maison. Je trouve que ça casse un peu la légende de te dire oui, il y a deux gars dans un village qui sont capables d'améliorer une épée de légende. ouais. D'un autre côté, de toute façon, Ganon dans A Link to the Past, c'est les flèches d'argent qui le battent pour de vrai. Voilà, en plus, Donc tu sais quoi, on va mettre Twilight Princess au-dessus. Allez, je valide. tu valides très très bien. On va pouvoir passer alors, Phantom Hourglass et Spirit Tracks, qui sont donc non pas des spin-offs, mais des suites de Wind Waker, où on fait du bateau dans l'un et du train dans l'autre. On a donc l'épée du dieu des mers dans l'un, qui permet de contrôler le temps à l'intérieur du temple du dieu des mers. Et on a l'épée steampunk avec des engrenages dans Spirit Tracks, qui permet de je sais plus quoi, parce que Spirit Tracks, tout le monde s'en fout, alors que c'est plutôt un bon jeu. Euh, Oui, bien entendu. Mais en fait, Spirit Tracks, il paie Phantom Hourglass déjà, je pense. Ah oui, Et, il le paye très cher, oui. et je n'arrive pas à comprendre qu'il y en ait eu deux, parce que il me semble pas que les retours de Phantom Hourglass aient été si dithyrambiques, hein. Ah oui, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont amélioré ce qui allait pas, et ils ont fait Phantom Hourglass. Ah oui, ce qui est une bonne idée en soi, hein. Mais Ouais, du coup, visiblement, ça n'a pas complètement fonctionné. non, ça a un mauvais arrière-goût de version 1.5, ce qui est toujours compliqué. Le multijoueur de, de Phantom Hourglass était bien, mais c'est pareil, je pense que je suis la seule personne à y avoir joué avec un Eh ben, copain de fac à l'époque. Et du j'ai le coup, jeu, je ne savais pas qu'il y avait un multijoueur. voilà, c'est ça. Mais c'est un concept très sain et assez amusant. D'accord. Du coup, Phantom Hourglass et Spirit Tracks, on ne va pas les mettre dans le classement dans la mesure où il n'y a pas vraiment l'épée de légende canonique qu'on essaye de. Je veux juste faire un petit bisou à Spirit Tracks, puisque dans Smash Bros, j'ai découvert son thème du train qui est fabuleux, et on peut au moins le remercier pour ça. C'est vrai que c'est un thème tout à fait charmant. On saute en 2011 et là, c'est un jeu qui est un petit peu avec l'actualité de la période d'enregistrement de cet épisode, puisqu'on enregistre ça en juillet 2021. Skyward Sword HD vient de sortir sur Nintendo Switch. Donc, The Legend of Zelda Skyward Sword, le jeu qui remonte aux origines de la saga, l'origine de la Master Sword, le jeu dont le déroulé nous met face à la naissance de cette épée légendaire, comment elle est apparue, comment elle est devenue ce qu'elle est, et les épreuves qu'elle a dû traverser avec Link, ainsi que une belle illustration du concept de déterminisme à travers ce scénario où on voit que
Link, Zelda, Ganon et l'épée de légende sont destinés à se battre éternellement les uns contre les autres, transcendant l'histoire et le monde. Attends, non, ça c'est le slogan de Soul Calibur, je mélange tout. Eh ben, Et donc, oui, vas-y. Figure-toi que j'ai une belle histoire avec ce jeu, donc Skyward Sword. C'est que moi, au départ, je ne sais pas pourquoi, je ne l'avais pas pris. J'ai un ami que tu connais, Thibaut, qui l'avait pris, donc je l'ai vu faire le début du jeu. Et puis pendant des années, j'ai complètement oublié que ce jeu existait. Puis 2 ans avant la sortie de Breath of the Wild, j'avais envie de faire un Zelda. Et un collègue a vendu Skyward Sword et je lui ai acheté. Eh ben, figure-toi que le jeu est toujours chez moi et que je ne l'ai pas lancé. C'est vraiment les belles histoires, ça. C'était une Du belle coup, histoire, hein. tu vas pouvoir l'acheter sur Switch et pas y jouer non plus. C'est ça qui Oui, est je suis en beau. train d'envisager ça. Je me dis peut-être qu'en l'achetant sur Switch, je n'y jouerai pas et j'aurai une meilleure idée du jeu. Du coup, Skyward Sword, donc on récupère l'épée de la déesse qui est habitée par un esprit qui s'appelle Fai ou Fi en anglais et qui est l'esprit de l'épée. Et on essaye de se battre contre un monstre qui s'appelle le Banni, qui est en fait l'esprit de Demise, qui est le démon qui se réincarne en Ganon. Gros spoiler pour Skyward Sword, désolé pour les gens que ça intéresse. Et donc, au fur et à mesure du jeu, on va améliorer les capacités de l'épée de la déesse. Elle va devenir plus longue, elle va se déplier. C'est pas sans rappeler ce qui se passe dans Wind Waker, sauf que là, c'est la première fois que ça arrive. Et c'est vraiment la quête, et c'est le centre de la quête, quoi, de faire de cette épée l'épée de légende que l'on verra dans les autres épisodes. Donc, au niveau des pouvoirs, elle a la capacité de récupérer un ray de lumière en la tendant vers le ciel, hein, pointé vers le ciel, skyward. C'est Et astucieux. donc, astucieux, n'est-ce pas? Et donc, en la pointant vers le ciel, elle récupère la capacité de faire remonter au-dessus des nuages des cubes de trésors qui sont présents à la surface dans le monde désolé sous les nuages. Je vois. C'est une Ensuite, canne à pêche en gros, quoi. c'est un petit peu une canne à pêche. Elle peut aussi balancer du coup des petits rayons. On n'a pas besoin d'avoir tous ses points de vie pour le faire. Donc ça, c'est un bel upgrade. Et puis, ben, il y a toute l'histoire qui est centrée autour du fait qu'elle devient de plus en plus forte. Et à la fin du jeu, c'est terrible. On doit se séparer de Faye qui doit rester prisonnière à l'intérieur de l'épée pour en être la gardienne. Et du coup, elle ne peut plus parler avec Link à la fin. Et c'est pour ça que l'épée de légende, bien qu'habitée par l'esprit de Faye, ne discute pas avec Link dans les autres épisodes. C'est une fin un petit peu douce amère pour ce personnage qui aura cassé les pieds de la plupart des joueurs pendant leur partie parce que elle a la fâcheuse habitude de parler comme un robot et de donner la réponse aux énigmes dès qu'on a essayé une fois. C'est exactement le plot de Solo, en fait. Je ne sais pas, le film Han Solo, où on apprend qu'un robot, le sex robot, il faut le dire, hein, le sex robot de Lando Calrissian, est en fait l'IA du Faucon Millenium et qui ne peut plus parler ad vitam aeternam. Donc, est-ce qu'on classe Star Wars aussi le Faucon Millenium en tant que Master Sword? Grande Ah question. bah c'est un peu la Master Sword des vaisseaux spatiaux dans Star Wars, le Faucon Millennium. C'est un peu ça, effectivement. Pour en revenir à Skyward Euh, Sword, du coup, comment est-ce que tu veux le classer? moi je mettrais sous Awakening, hein, parce que si, Carrément sous Awakening. si elle s'était respectée, j'y aurais joué, forcément. Ah, c'est terrible ce que tu me proposes, parce que moi j'allais la mettre au-dessus de Twilight Princess parce que elle a du sens au maximum puisque c'est le cœur de l'histoire. Oui, alors là, du coup, je suis un peu mal placé puisque je ne l'ai pas fait. Mais après, c'est vrai qu'on le classe par pertinence de Master Sword, pas forcément par qualité de Master Sword, parce que j'avoue, comme pour Solo, ça me fait un peu chier de savoir qu'il y a un esprit conscient qui est coincé dans un objet inanimé pendant des années. Et, euh, et ça se trouve, ça, pour moi, ça peut un peu
casser l'appréciation que je peux avoir de l'épée et de me dire là où je voyais un objet, il y a un être sensible. Ah, c'est beau ce que tu dis. Hashtag L214. Du coup, pour toi, c'est en dessous de Link's Awakening. Non, alors, on va trouver plus sérieusement, je ne sais pas. Déjà, en termes de pertinence, c'est le personnage de l'histoire. Ah oui. Donc, on peut le classer au-delà de tous ceux où il n'y a pas eu trop de discussion. Donc, déjà, au-dessus de Wind Waker, on pourrait le dire. Ah oui, largement. Voilà, au-dessus de Wind Ensuite, Waker. est-ce qu'on le met au-dessus de A Link to the Past? Et là, c'est difficile parce que j'y ai pas joué, mais on peut dire oui, puisque sans les origines, on peut le mettre. On peut le mettre Est-ce au-dessus de qu'on le met... Twilight Princess aussi. Mais Eh ben, allez, on y va. je On le met sens que ça tout en tient à haut. corps. Eh ben, écoute, moi, fille, je pouvais la jouer dans Hyrule Warriors et c'était un des personnages les plus rigolos à jouer. Donc, pour moi, c'est plus qu'un sidekick agaçant. C'est un personnage auquel on s'attache. Du coup, après Skyward Sword, on a des remakes, on s'en fout. A Link Between Worlds en 2013 sur 3DS. Le jeu moitié remake, moitié remaster, moitié suite de A Link to the Past. Alors, je tiens à dire que au Japon, ça s'appelle littéralement A Link to the Past 2. Alors, pas A Link to the Past, puisque il y a un autre nom, je crois que c'est les forces de la Triforce ou je ne sais pas trop quoi, mais c'est vraiment la suite de Link to the Past qui explique pourquoi on récupère globalement le même monde, mais je suis tout à fait enclin à le considérer comme une suite totale, et à Moi mon aussi. avis, on aura à peu près le même traitement sur Breath of the Wild 2 par rapport à Breath of the Wild, si j'ai bien compris. C'est ce que nous verrons. Pour revenir à A Link Between Worlds, Euh, du coup, la Master Sword se comporte un petit peu comme dans A Link to the Past, c'est-à-dire on peut l'améliorer si on trouve le forgeron capable de le faire et qu'on lui donne les minerais pour faire son travail. Et du coup, en termes de pertinence, eh ben, catastrophe à l'arrière du peloton, chute à l'arrière, terrible. Puisque la Master Sword a été améliorée à la fin de A Link to the Past, comment se fait-il qu'il faille à nouveau l'améliorer dans A Link Between Worlds? Aïe 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 aïe. Je dirais que c'est son pouvoir qui va détruire tout ce que l'homme a essayé de modifier dessus et elle redevient pure. Ah, c'est beau ce que tu dis. Ah, tu sais, moi, dès qu'il s'agit de trouver des arguments un peu à la con, je suis C'est toujours là. beau ce que tu dis. Mais du coup, je pense que de toute façon, ça va être soit au-dessus, soit en dessous de A Link to the Past. Ça va être Euh, difficile de justifier de le mettre ailleurs. pour moi, c'est en dessous de Link to the Past Ah bah oui, je suis d'accord avec toi. parce que bah, déjà, voilà, on n'a pas la quête voilà, on n'a pas le même comportement qu'on a vis-à-vis de Link to the Past. Où, quand même, il faut rappeler dans un Link to the Past, à la base, on est persuadé que si on n'a pas de guide et si on n'a pas discuté avec les copains ou qu'on n'a pas internet et qu'on est en 96, qu'on est persuadé que une fois qu'on aura le Master Sword, on sera carrément à la fin du jeu. Et ça, c'est important. Et c'est vrai, c'est vrai. Et Qui du coup, est... le jeu s'ouvre comme un petit peu comme Pokémon Or et Argent, où on se dit, ben voilà, on a fait le Conseil des Quatre, c'est cool. Et oh là là, la région du premier jeu s'ouvre entièrement. Voilà, il y a un peu de magie là-dedans, donc Une magie qu'on ne peut pas reproduire en 2013, évidemment. et non. Et puis c'est la même, voilà, Euh, c'est la même épée que Link to the Past. bah forcément, puisque c'est censé être la même épée tout le temps. Oui, mais disons que c'est la même épée, mais plus de près. Car es-tu la même personne qui a 15 ans, moins que la même personne qu'hier? Alors, les fans de Looper sont pas d'accord avec toi, mais on n'est pas là pour entrer dans ces Écoute, débats-là. dans Looper, tu vois très bien que Bruce Willis n'est pas la même personne dans le passé, puisque c'est une personne, oh putain, l'acteur dont j'ai oublié le nom. Joseph Gordon-Levitt. Joseph Gordon-Levitt, alors que c'est Joseph Gordon-Levitt avec un mauvais maquillage. Donc la preuve que plus on va dans le passé, moins on est la même personne. Écoute, je prends.
Ce qui nous ramène en 2015, toujours sur 3DS, avec Triforce Heroes, le jeu où c'est pas Four Swords parce qu'on joue à 3, mais c'est cool parce qu'on peut jouer en ligne. Et comme pas mal de Zelda sortis sur console portable, on s'en fout un peu. Écoute, je l'ai acheté avec vraiment une grosse motivation pour le faire. Voilà, le blister est toujours là, bien au chaud. C'est beau. Donc, je peux autant en parler un peu moins que Faille. Donc, effectivement, de toute façon, il n'y a pas d'épée Master Sword dedans, donc il sort du cadre, hein, si je ne Voilà. dis pas de bêtises. Allez, au revoir Triforce Heroes. Merci pour ton service. Ce qui ensuite nous emmène en 2016 avec Majora's Mask 3D et Twilight Princess HD. On a déjà couvert ces jeux. On a déjà dit ce qu'il y avait à dire dessus, ce qui nous emmène sur le gros de l'affaire. Breath of the Wild en 2017 sur Wii U et Nintendo Switch, le jeu qui a lancé une console, hein, on peut le dire, à lui tout seul ou presque. Et un jeu remarquable par bien des aspects, je dis bien remarquable et pas forcément merveilleux, parce que j'ai cru entendre dans l'oreillette qu'il y avait quelqu'un ici qui était beaucoup moins convaincu par Breath of the Wild que d'autres. Après, moi, j'ai rien contre Far Cry, hein. Je tenais à le dire. Aïe 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 aïe. Donc, on va Ah, la pouvoir parler du cruauté, jeu. Est-ce que tu la veux qu'on parle un cruauté peu d'un de homme. Master Sword? On peut parler de Master Sword avant de parler du jeu. On va parler de la Master Sword. On va parler de la Master Sword. Donc, la Master Sword dans Breath of the Wild, elle est toute rouillée, toute cassée. Et Link a besoin d'avoir beaucoup de points de vie, genre 13, pour pouvoir la retirer de son socle. Oui. Euh, Euh, et, et ensuite, ben là, en termes de pertinence, elle est quand même super balèze parce que elle passe de 32 force à 62 force quand elle est contre des ennemis qui sont possédés par l'esprit de Ganon. Elle envoie des petits rayons quand on a tous les points de vie. Elle a la capacité de se régénérer, ce qui est démontré à la fois dans la cinématique où on la récupère et en jeu quand on a plus, quand elle arrive au bout de sa barre d'endurance et qu'il faut attendre un petit peu avant de pouvoir de nouveau s'en servir. Donc en termes de pertinence, le package est là. Elle permet de vaincre les ténèbres, elle permet d'envoyer des petits rayons. En revanche, le truc, c'est que Breath of the Wild est censé se passer environ 10 000 ans après le reste des autres Zelda. Et pour avoir été dans des musées, et oui, incroyable, j'ai vu des épées qui ont 10 000 ans. Enfin, même pas, j'ai vu des épées oui. qui ont genre 3 000 ans ou 5 000 ans. Elles étaient pas dans Et le même état. elles n'étaient pas dans le même état, elles n'étaient pas prêtes à l'emploi, hein. Contrairement à l'épée de Euh, légende après l'épreuve du retrait. oui. Alors, plein de choses à dire sur cette épée de mon côté, sauf si tu veux rajouter encore un petit quelque chose dessus. Non, du coup, d'un point de vue purement fonctionnel, elle serait assez dans le haut du classement, mais à cause de ce côté 10 000 ans, qu'est-ce qui se passe? Je la mettrais soit en dessous de Twilight Princess, soit en dessous de Link Between Worlds. Ok, alors moi je vais à la fois la défendre et à la fois la baisser un peu. Moi, les 10 000 ans, ça me gêne pas car c'est un artefact de légende. Il y a un esprit vivant à l'intérieur qui le maintient en vie, puisque je viens d'apprendre pas plus tard qu'aujourd'hui. Donc moi, son état ne me dérange pas, qu'elle ait perdu son pouvoir et qu'il fallait récupérer, ça ne me dérange pas. Il y a un truc que j'aime bien, c'est l'aspect vraiment légende, qui est que l'épée est évoquée par-ci par-là, mais n'est pas un objectif qui nous est donné comme dans A Link to the Past, qui est va chercher l'épée, tu verras c'est bien, tu pourras rien faire sans. Elle est évoquée C'est vraiment vrai. comme une légende, au sens voilà, au sens propre du terme, qui est vraiment les histoires dont on ne connaît pas vraiment la véracité ou non, on ne sait pas si ce sont des vraies histoires ou pas. Donc ça, c'est assez intéressant. Surtout que, et je suis pas sûr, je pense que je ne suis pas le seul. Moi, je suis tombé par hasard sur ce bois magique, ce bois entouré de magie dans lequel on ne peut pas rentrer
n'importe comment. Ah, faut s'y prendre, faut du savoir-faire. Voilà, il faut du savoir-faire, il faut comprendre. Voilà, c'est caché au bout d'un mystère. Elle arrive, elle dort là depuis des années. La légende est pas mal. Je trouve qu'en termes de gameplay, il y a un truc très intéressant, c'est que on nous demande d'être plus fort. Tout ce qu'on fait dans le jeu, en fait, à part les battre Ganon, sert à devenir plus fort. En fait, on a un seul objectif dans le jeu, c'est battre Ganon. On nous le donne au tout début. Et absolument tout le reste qu'on fait dans le jeu, et c'est le génie du jeu, c'est nous sert à devenir plus fort parce qu'il nous sert à avoir des rubis pour pouvoir acheter de meilleures armes, nous sert à avoir des cœurs. Et pour devenir plus fort, nous sert à avoir de l'endurance pour devenir plus fort. Tout dans le jeu nous fait avancer vers le point final qui est on veut mettre la tatane à Ganon. Donc ça, c'est une partie du génie du jeu. Et du coup, le fait de dire pour mériter l'épée, tu dois être assez fort et donc avoir subi assez d'épreuves sans qu'on te dise quel est le nombre d'épées, même si ça peut être gênant, c'est aussi ça entoure cette aura de dire j'ai besoin de devenir plus fort pour récupérer cette épée. Donc ça, je trouve ça très intéressant thématiquement et une intrication gameplay narration assez intelligente. L'autre coup de génie Mais de Breath of the Wild, ah, l'autre coup de génie de Breath of the Wild, c'est que vu que le but est de devenir plus fort et que le vrai but c'est d'arrêter Ganon, tout est absolument optionnel à part battre Ganon. c'est exact. Ce qui rend le fait que savoir que l'épée de légende existe est optionnel, l'utiliser est optionnel. Euh, je reconnais comme toi, c'est vrai que le fait qu'elle soit plus forte contre les ombres fait que voilà, est cohérent avec le reste, montre que voilà, dès qu'on est face au mal, l'épée est là pour le battre, mais elle perd son côté indispensable qu'elle avait ailleurs. C'est vrai que ce n'est pas un passage obligé du scénario. C'est quelque chose qu'on va chercher à faire en décidant pour soi-même que c'est un objectif et non pas imposé par la narration du jeu. Voilà, et ce qui du coup va réduire grandement la force du jeu. La force du jeu, pas la force du jeu, mais la force de l'épée d'un point de vue narratif, qui est que euh, comme ce n'est pas une quête obligatoire, et ce qui est voilà, ce qui est bien, voilà, quand j'évoquais Far Cry tout à l'heure, c'est à la fois le point fort et le point faible du jeu, c'est que moi ce que j'aime bien dans un Zelda, c'est suivre un chemin tracé, une aventure, ce qui n'est pas obligatoire dans Breath of the Wild. Breath of the Wild. Voilà, Breath of the Wild ne rend pas obligatoire ça, et ce qui fait que on est dans un bac à sable et un peu tout risque de devenir juste un outil parmi tant d'autres. Et malgré voilà, ses capacités, ses avantages indéniables, l'épée peut être presque considérée comme un objet parmi tant d'autres. D'ailleurs, on voit ils ont eu du mal à l'intégrer au gameplay global. Enfin, du mal, je ne sais pas, mais toutes les armes se cassent, sauf celle-là, sauf que pour pas qu'elle devienne trop forte, son pouvoir s'amenuise. Donc c'est pour essayer de garder le même fonctionnement que les autres outils, mais pas totalement. On sent que voilà, c'est son intégration à ce tout nouveau système de jeu dans les Zelda, qui voilà, que nous appellerons maintenant les Zelda Ubisoft. Voilà, et fait que l'épée de légende passe un peu au second plan. C'est vrai qu'elle passe au second plan. Je me demande si en fait c'était pas un bête problème de code, que les armes étaient codées pour s'user et perdre de l'endurance quand on les utilise, et qu'ils n'ont pas trouvé un moyen élégant dans le code de faire en sorte que ce soit pas le cas pour l'épée de légende, et que du coup ils ont mis une rustine en mettant ce timer qui la régénère quand elle est à court de batterie. S'ils ont, en fait, ça aurait été plus facile de faire qu'elle ne se casse pas que de la faire se régénérer en code. Ah ben, Donc, tant pis pour moi. donc, pour le coup, je pense que c'est voilà, c'est de vraies problématiques design parce que
faire en sorte, à partir du moment où tu as des choses avec des points de vie, tu as un petit boulet que tu vas passer à vrai sur invincible, et hop, tu n'as pas de problème, hein. Donc, et je suis persuadé que pour leurs tests, ils pouvaient parfois avoir des armes qui n'étaient pas cassables pour le développement, pour les animateurs, en debug évidemment, hein, pas pour la sortie du jeu. Donc, je pense que c'est un vrai choix design totalement assumé et réfléchi en fonction de tout le reste du jeu. Et du coup, ça marche moins bien. Donc, moi, j'irais descendre presque jusque sous Wind Waker, puisque dans Wind Waker, au moins, on la plante dans une tête. Et que là, on peut finir le jeu sans. Ocarina of Time, on pourra pas pardonner le fait que ça serve juste à voyager dans le temps. Mais je le mettrais bien sous Wind Waker, tout en utilisant le fait que comme ça, elle brille devant les ténèbres, ça l'aide à passer devant Ocarina of Time aussi. Je ne sais pas ton Ah, avis. écoute, alors, en fait, on arrive à une conclusion semblable, mais pour des raisons différentes. Toi, c'est parce que c'est Far Cry, et moi, c'est parce que 10 000 ans, c'est un peu long. Mais ok, allons-y. L'important, c'est qu'on soit On va d'accord le sur mettre. le classement. Classement qu'on va résumer une bonne fois pour toutes parce que il n'y a pas eu de Zelda depuis. Donc Skyward Sword tout en haut avec l'épée qui dissipe littéralement les ténèbres. Non, ça c'est Twilight Princess. Skyward Sword, le protagoniste presque de l'épisode. Twilight Princess, l'épée qui dissipe les ténèbres. A Link to the Past, le maître étalon de l'épée de légende face auquel on mesure les autres épisodes. A Link Between Worlds, presque le même, mais 21 ans ont passé et c'est long. Wind Waker, le cure-dent du scandale. Breath of the Wild, excusez-moi, mais j'ai acheté un Zelda, pas un jeu Ubisoft, et en plus 10 000 ans, c'est pas cool pour une épée. Ocarina of Time, je veux pas dire, mais c'est juste une machine à voyager dans le temps, et une DeLorean, ça a quand même plus de style qu'une épée. Et enfin, Link's Awakening, le fragment de l'imagination d'un homme en train de mourir noyé. Hashtag Bojack Horseman. Du coup, voilà pour ce classement. Est-ce que tu es satisfait de ce classement, Stéphane? Je suis très satisfait et quelque chose qui me rendrait encore plus satisfait, c'est que le compte Twitter de Hot Take Slowburn publie ce classement sans aucun commentaire et laisse les gens Alors, se battre dessus. ce sera fait. Ce sera fait en temps et en heure. Du coup, on va se dire au revoir. Je rappelle que Hot Takes et Slowburn est un podcast studio carton C. Un immense merci à Paul pour le montage. Paul qui anime aussi l'autre podcast du réseau, donc n'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu. Un immense merci à Simon pour la musique du générique. Un immense merci à Vincent pour la voix off au début de chaque épisode. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux plug, Stéphane? Rien de spécial. Si, essayer de soutenir les travailleurs d'Activision Blizzard et d'Ubisoft. Donc, ça sera peut-être plus le sujet des discussions au moment de la sortie de ce podcast, mais à l'heure actuelle, beaucoup de discussions sur toutes les conditions de travail qui ont conduit à des drames à Activision Blizzard. Renseignez-vous et soutenez les travailleurs du jeu vidéo. Voilà, et soutenez les travailleurs en général. Travailleurs Hashtag, et travailleuses. le pouvoir au peuple. Voilà, le pouvoir au peuple. Hashtag voter à gauche. Ok, très bien. Eh bien, merci pour ta présence, Stéphane. Merci d'avoir participé à cet épisode un petit peu plus long, mais en même temps, on s'est bien amusé à classer ces épisodes de Zelda. Donc, j'espère que vous nous en voudrez pas trop. Et puis, écoutez, comme toujours, je suis Mythe et continuez à ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde. Des bisous. Eh ben, Poyo, régale-toi au montage parce qu'on s'est bien parlé par-dessus un petit peu par moment. Et il va se régaler avec le bébé, hein, parce que je l'ai bien entendu. Bisous, Poyo!